Ma famille disait que j'avais échoué, jusqu'à ce que l'officier de mon frère me salue et dise « Si l'amiral. » Je m'appelle Meredith Cole. J'ai 52 ans, et depuis 11 ans, ma famille me considère comme une ratée. Il disait que j'avais été renvoyé pour raison déshonorante de la marine, que j'étais incapable de garder un emploi et que j'avais disparu par honte. À chaque réunion de famille, j'étais la blague qu'ils chuchotaient derrière leur verre de vin, la fille à qui ils prévenaient leurs petits-enfants de ne pas ressembler. Mais en juillet dernier, quelque chose s'est produit que personne n'avait vu venir, quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer, ne pouvaient nier, et n'oublieraient jamais. C'était le banquet de promotion de mon frère Travis. Il venait d'être promu colonel, et mes parents organisaient une grande célébration aux messes des officiers sur la base. Bien sûr, je n'étais pas invité. Je n'avais été invité à rien depuis 2012. Mais je suis venu quand même, sans m'annoncer, sans prétention et sans peur. Je portais un simple tailleur noir sans ruban, sans grade, sans aucun indice de qui j'avais été. Ils m'ont à peine remarqué quand je suis entré. Mon père a jeté un regard dans ma direction et est retourné à son verre. Ma mère a cligné des yeux, puis a reporté son attention sur la table des gâteaux, exactement comme je m'y attendais. Je suis resté à l'arrière, près de la sortie, en silence. Et puis les portes se sont ouvertes, et tout a changé. Le capitaine de corvette Elroy Jensen est entré, décoré, respecté, craint. Il a balayé la pièce de ses yeux perçants, affûtés par 2 décennies de renseignements sur le champ de bataille. Puis il m'a vu. Il s'est arrêté net. Tout le monde s'est retourné. Silence. Et alors, de la voix la plus claire que j'ai jamais entendue, il s'est redressé, a salué et a dit « Attendez, vous êtes l'amiral des Seal Cole. » Des halètements. Des assiettes s'entrechoquèrent. Ma mère laissa tomber sa fourchette. Le visage de mon père devint cendré. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. Ma famille me qualifiait de déception. Puis l'officier de ma sœur m'a vu et a dit « Attendez, vous êtes l'amiral des Seal. » La mâchoire de mes parents s'est décrochée. Ils avaient honte. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement hoché la tête calme, nette, maîtrisée. Le genre de hochement de tête qui dit « oui ». Et je suis resté dans votre silence pendant 11 ans. À cet instant, je n'étais pas invisible. Je n'étais pas oublié. J'étais tout ce qu'ils avaient essayé d'effacer, et plus encore. Et ce n'était que le début, car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le véritable règlement de compte avait déjà commencé. Je n'avais pas vu mon père sans voix depuis des années. C'était le genre d'homme qui pouvait parler à travers les funérailles, les déceptions, même le déshonneur. Il avait toujours un mot, une théorie, une justification. Mais quand le capitaine de corvette Jensen m'a salué et a prononcé mon nom, mon vrai nom, il s'est simplement arrêté, comme si quelqu'un l'avait débranché de la pièce. Il n'a pas cligné des yeux, n'a pas respiré, ne m'a même pas regardé directement. Il a regardé le sol. Et ma mère, qui avait passé des décennies à perfectionner son air de léger dédain, a soudain semblé essayer de ne pas s'étouffer, non pas avec de la nourriture, mais avec la vérité. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je voulais qu'il reste là-dedans, dans ce silence. Parce que je me souviens, mot pour mot, de ce que mon père a dit un jour à mon sujet. C'était il y a 7 ans, à Thanksgiving. Je n'étais pas là, bien sûr, mais tante Lydia m'a tout raconté avec cette nuance particulière de culpabilité qu'elle portait toujours comme un parfum. Il a levé son verre et a dit, à Travis, le fils que nous avons bien élevé, celui qui a réussi. Et à Meredith, où qu'elle soit, puisse-t-elle un jour comprendre ce que signifie servir avec dignité. Certains ont ri, d'autres non. Puis il a ajouté, ils l'ont renvoyée pour une raison. Les gens comme elle n'ont pas leur place dans la marine. Elle n'avait pas la discipline. Elle a craqué. C'était sa version de mon histoire. L'histoire qu'il a vendue à toute notre famille. Que j'étais faible. Que j'avais été renvoyé parce que je ne pouvais pas tenir le coup. Ce qu'il n'a jamais dit, parce qu'il ne le savait pas, c'est que je n'avais pas été renvoyé. J'avais été réaffecté et discrètement, de façon permanente. J'avais été choisi pour quelque chose dont personne ne parlerait plus fort qu'un murmure, la force opérationnelle Seal Ghost Tide. Nous étions des fantômes par conception. J'ai opéré sous protocole secret pendant 9 ans. Mon nom a été effacé de tous les registres sauf un, connu seulement de ceux qui avaient l'habilitation nécessaire pour en avoir besoin. Pas de presse, pas de médaille, pas de retour au pays, juste des ordres, des missions, du silence.
Et pendant que je faisais cela, il disait aux gens que j'avais échoué. Alors je les ai laissés le croire. Je les ai laissés vivre dans cette fiction confortable parce que cela les arrangeait. Mais maintenant ils ne pouvaient plus détourner le regard, ne pouvaient plus trouver d'excuses pour le salut de Jensen, ne pouvaient plus ignorer la manière dont un combattant de guerre aguerri s'adressait à moi non pas comme à une source d'embarras, mais comme à un officier supérieur. C'était le son de la vérité perçant à travers l'héritage. Alors que les murmures commençaient à tourbillonner dans la pièce, qui est-elle? Comment l'a-t-il appelée? Amiral? Mes parents restaient immobiles. Les lèvres de ma mère se sont serrées comme elle le faisait quand elle se sentait exposée. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ils ne se sont pas défendus. Ils n'ont pas nié parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Leur histoire à mon sujet était terminée, et la mienne ne faisait que commencer. J'avais 33 ans quand je suis rentré à la maison. Pas pour de bon, bien sûr, juste une courte fenêtre de tir, 4 jours entre 2 affectations. Nous venions de terminer l'opération Ghost Tide, une mission d'extraction au large de la côte sud du Yémen. Elle n'existait dans aucun dossier officiel, mais nous avions sauvé 37 vies cette semaine-là. Le genre de mission qui vous remodèle de l'intérieur. Je la portais en moi dans la cicatrice près de ma hanche, la brûlure sous ma clavicule, et le silence que j'avais été entraîné à retenir comme ma respiration. Quand j'ai atterri à Washington, mes mains sentaient encore légèrement le sel et le sable. Mon sac de sport pesait le même poids qu'à mon départ, mais il semblait plus lourd d'une certaine manière, comme s'il avait absorbé le poids de ce que je ne pouvais pas dire. Je n'avais prévenu personne de ma venue. Ce n'était pas le protocole. Mais au fond de moi, je pensais que peut-être il serait heureux de me voir. Quand je suis arrivé chez mes parents, c'était le crépuscule. La lumière du porche était éteinte. Personne n'a répondu à la porte pendant une bonne minute. Et quand elle a finalement grincé en s'ouvrant, ma mère se tenait là en tablier, tenant une spatule comme un bouclier. Son visage n'a pas changé. Pas de joie, pas d'inquiétude, pas même de surprise. Meredith, a-t-elle dit d'un ton plat. Est-ce que tu vas bien? J'avais quelques jours, ai-je répondu en souriant, cherchant une lueur de chaleur. J'ai pensé passer. Elle n'a pas bougé. Nous ne t'attendions pas. Je sais. Elle s'est écartée lentement. Je suis entré. La maison semblait la même en surface. Le miroir du couloir que j'avais fissuré au lycée était toujours fissuré. L'horloge de grand-père avançait toujours de 5 minutes, mais quelque chose était différent. Il m'a fallu un moment pour réaliser quoi. Les photos. Elles avaient disparu. La cheminée, autrefois garnie de cadres d'enfance, disparue. La table d'appoint où se trouvait ma photo de remise de diplôme, disparue. Le mur du couloir, qui était autrefois un collage de chaque Noël en famille, maintenant nu, repeint en beige. Seul Travis restait. Travis en uniforme. Travis avec des médailles. Travis serrant la main de commandant et souriant comme si le soleil l'avait choisi comme son représentant. Où est ma chambre? Ai-je demandé doucement. Oh, a dit ma mère, sans croiser mon regard. Nous l'avons transformée. Rangement, surtout. Le surplus de la buanderie. Je n'ai pas répondu. J'ai quand même marché dans le couloir. La porte portait toujours l'étiquette « Meredith », l'autocollant à moitié décollé du bois. Quand je l'ai ouverte, l'air à l'intérieur était froid et vicié. Mon lit avait disparu. Ma bibliothèque avait disparu. À leur place se trouvaient des boîtes en carton, de vieilles literies et un tapis de course cassé appuyé contre le mur. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas temporaire. Il ne s'agissait pas d'espace. C'était un acte d'effacement. Et le pire? Il ne faisait même pas semblant du contraire. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas confrontés. Je suis juste resté là longtemps, à regarder l'espace vide où vivait mon enfance. Mon entraînement m'avait appris à survivre aux crises d'otages, aux embuscades, aux simulacres de noyade, mais il ne m'avait pas préparé à cela. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Sans oreiller, sans couverture, juste le bourdonnement lointain du réfrigérateur et la douleur de l'absence s'installant dans ma poitrine comme un brouillard. À l'aube, j'ai laissé un mot, merci de m'avoir laissé passer. Et puis j'ai de nouveau disparu. Non pas parce que je le voulais, mais parce qu'il l'avait déjà fait. 2 ans après cette visite silencieuse à la maison, j'ai découvert que j'étais morte. Pas officiellement, bien sûr.
Il n'y a pas eu de funérailles militaires, pas de drapeau plié, pas de mémo à l'échelle du service, juste une colonne nécrologique locale dans le journal de ma ville natale qui mentionnait une équipe s'il tombait au combat dans un lieu non divulgué et un court message de la famille Cole. Nous pleurons avec les familles courageuses qui ont perdu leurs fils et leurs filles. Nos pensées vont à tous ceux qui ont servi, en particulier ceux qui ont servi aux côtés de notre Travis. Ils ne m'ont pas nommé, pas une seule fois. Pas de, ses parents lui survivent. Pas de, fille bien-aimée d'Eleanor et Jonathan Cole. Pas de photographie, pas de date de naissance, pas même une mention timide de « notre fille » ou « notre sœur ». J'étais une ombre dans la tragédie de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils ont inclus, cependant, c'était Travis. Ils l'ont loué pour porter l'esprit des disparus avec grâce et ont remercié la communauté de soutenir une famille profondément enracinée dans le service. Il y avait même une photo, Travis en grande tenue de cérémonie, la main sur le cœur, debout à côté de ma mère, qui portait du noir comme une femme en deuil. J'ai fixé cette photo pendant des heures. Elle m'avait été envoyée par une ancienne coéquipière, Ruby Lagne, qui l'avait trouvée lors d'une recherche nocturne, curieuse de savoir ce que le monde extérieur pensait qu'il nous était arrivé. Je me souviens de sa voix au téléphone, tendue, contrôlée. « Étais-tu au courant de ça ?»« Non » ai-je murmuré. « Tu dois le lire. » Alors je l'ai fait. Ligne par ligne, j'ai vu mon absence être réécrite comme un récit de noble silence. Mon nom était trop dangereux pour être imprimé, mais mon effacement? C'était de bonne guerre, et ils l'ont utilisé. Ils ont laissé les gens supposer que j'étais morte dans cette opération. Ils se sont appuyés sur le mystère. À l'église, ils ont dit aux gens que j'avais tout donné. Mon père a prononcé un discours au Rotary Club local sur le prix du sacrifice. Ils ont présenté Travis comme le frère survivant d'une héroïne de guerre, ce qui le rendait en quelque sorte encore plus célébré le jeune frère qui vivait dans l'ombre de la perte. La vérité? J'étais dans une maison sécurisée près d'Almaty, au Kazakhstan, traquant des trafics d'armes illégaux. Mon corps était endolori, mes doigts de gâchette encore en train de guérir, et mon esprit pleinement opérationnel. J'étais bien vivante, mais je ne pouvais pas le dire. Mon affectation était de niveau secret défense, aucune divulgation, aucune communication, aucune contradiction. Alors je les ai laissés pleurer la version de moi qui était la plus facile à accepter, la sœur silencieuse, absente, non mentionnée. Pendant des mois, j'ai essayé de rationaliser. Ils ne pouvaient pas me mentionner. C'était pour ma protection. Peut-être que quelqu'un dans la famille avait fait une erreur. Peut-être que le journal avait mal interprété les choses. Mais au fond de moi, je savais que non. Ils avaient le choix. Ils auraient pu ne rien dire, auraient pu attendre, auraient pu honorer mon service par le silence. Au lieu de cela, ils m'ont effacé et se sont réécrits comme ceux qui restaient. Ils ont organisé des veillées. Ils ont recueilli des dons pour les anciens combattants à la mémoire de l'unité de Meredith. Ils n'ont jamais dit à personne que j'étais en vie. Ils ne m'ont même pas dit qu'ils l'avaient fait. Quand je suis revenu aux États-Unis pour une permission de 48 heures 3 mois plus tard, je me suis tenu devant la maison de mon enfance pour la deuxième fois en 2 ans. Je n'ai pas frappé. J'ai juste regardé la couronne sur la porte d'entrée que les gens bienveillants accrochent en souvenir. Pendant un instant, je me suis demandé ce qui se passerait si je sonnais. Ouvrirait-il? Crierait-il? Me reconnaîtrait-il seulement? Mais je n'ai pas appuyé. J'ai tourné les talons, marché 3 pâtés de maison vers le sud et me suis enregistré dans un motel sous un autre nom. J'avais encore du travail à faire, des missions à accomplir, des vies à protéger, et les personnes que je pensais se souviendraient de moi avaient déjà décidé que j'étais parti. Alors je les ai laissés vivre avec cette version, parce qu'un jour, je savais que la vérité repasserait leur porte, et elle porterait mon nom. La dernière fois que j'ai vu mon grand-père, c'était à travers la vitre d'une voiture. C'était au début du printemps, le genre de matin où l'air mord encore à travers votre manteau, mais où l'herbe a déjà commencé à verdir. J'étais assise dans une berline de location noire garée juste à l'extérieur du cimetière Saint-Marie, moteur éteint, radio silencieuse, mes mains agrippant le volant comme si c'était la seule chose qui me rattachait au sol. Les funérailles étaient prévues à 10 heures. Je suis arrivé à 9h15. Je n'étais pas invité. Personne ne m'avait dit qu'il était mort. C'est encore Ruby, mon ancienne coéquipière, qui a trouvé la nécrologie en ligne. Elle m'a envoyé un texto d'une seule ligne, ils l'ont enterré sans te le dire. Je savais que cela arriverait un jour, mais rien ne vous prépare à regarder votre famille pleurer un homme qui signifiait tout pour vous sans reconnaître votre existence.
Papy Walt n'était pas comme les autres. Il n'avait jamais servi, mais il comprenait ce qu'était le devoir, ce que signifiait le silence. Il me disait, la loyauté n'a pas toujours besoin de témoins. Il était la seule personne qui ne m'a jamais demandé pourquoi je ne pouvais pas expliquer où j'avais été ou pourquoi je manquais les fêtes. Il me serrait juste plus fort dans ses bras quand je revenais et disait, « Tu es à la maison. » C'est suffisant. Les autres me voyaient comme une chaise vide à table. Lui me voyait comme une fille au service de son pays. Je ne pouvais donc pas le laisser être enterré sans moi, même si c'était à distance. À travers le pare-brise, je les ai vus arriver, mes parents d'abord, dans cette Buick bleu marine que je n'avais pas vue depuis des années. Ma mère portait un manteau noir ajusté et marchait avec un mouchoir déjà en boule dans sa main. Mon père semblait plus mince, plus gris, comme si le deuil l'avait raboté, mais la fierté le tenait toujours droit. Travis est arrivé juste après. Même uniforme, même sourire. Je l'ai regardé aider ma mère à sortir de la voiture, ajustant la sangle de son sac à main avec ce charme étudié qu'il portait comme un parfum. Quelques cousins, des voisins, un prêtre en aube blanche, je connaissais chaque visage. Aucun ne savait que j'étais là. Ils se sont rassemblés près de la tombe. Elle était petite, simple, bordée de chaises pliantes blanches. Je pouvais entendre de vagues brides de l'éloge funèbre porté par la brise. Des mots comme « gentil »,« stable »,« généreux ». Quelqu'un a eu un sanglot dans la voix. Ma mère s'est tamponnée les yeux, s'appuyant sur le bras de Travis. J'ai pensé à m'approcher, juste une fois, juste assez pour que quelqu'un me remarque, se retourne, me voilà, debout, vivante, présente. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je ne voulais pas transformer ces adieux en ma confrontation. Papy méritait la paix. Alors je suis restée assise là, à regarder, à me souvenir. Je me suis souvenu de lui m'apprenant à faire des nœuds de pêche dans le garage. Je me suis souvenu de la première fois que je lui ai dit que j'entrais à l'académie navale et de sa réponse, « Il était grand temps que ce pays ait des femmes comme toi à la barre. » Je me suis souvenu du dernier Noël que j'ai passé avec lui, 3 ans avant sa mort. Nous avons joué aux cartes jusqu'à minuit. Il m'a donné une boussole en argent, en disant, « Peu importe où tu vas, le sang des Cole ne se perd pas. Nous attendons, nous nous battons, et nous revenons. » Je porte toujours cette boussole. À 10h48 précise, ils ont descendu le cercueil. Mes doigts se sont enfoncés dans le volant, non par douleur, mais par discipline. Je les ai regardés s'éloigner un par un, ma mère tenant la main de Travis, mon père ne regardant pas en arrière. Pas une seule fois. Quand le cimetière a été vide, je suis sorti de la voiture. Chaussures silencieuses, manteau neutre, pas de badge, pas d'insigne. J'ai marché jusqu'à la tombe. Je me suis tenu devant, seul. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti la boussole. Je l'ai posée doucement sur la pierre sous son nom. Puis j'ai murmuré un seul mot, « présente », et je suis parti avant que le vent ne puisse emporter mon odeur. C'est arrivé dans une enveloppe blanche ordinaire. Pas d'adresse de retour, pas de sceau d'agence, juste mon nom tapé en lettres capitales et nettes, Meredith Cole. La police était trop formelle pour du courrier publicitaire, trop propre pour un pourriel. Je l'ai tenu dans mes mains un moment avant de l'ouvrir, mes instincts entraînés à aborder l'inattendu avec prudence. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une seule page du département de la Défense. Objet, confirmation de versement final. Code d'allocation de survivants, 411D. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser ce que je lisais. Apparemment, suite à ma retraite pour incapacité de longue durée, un compte de prestation avait été ouvert à mon nom. Le département avait émis un paiement forfaitaire 428 600 $ sur un support financier sécurisé comme une forme des honorariums compensatoires, généralement réservés aux militaires dont les missions restent classifiées en permanence. Sauf que je n'avais jamais vu cet argent. La lettre confirmait que le compte était maintenant fermé. Solde, 0. Retiré en totalité. La signature autorisant ces retraits? Pas la mienne. Une copie était jointe, un scan flou d'un document de procuration accordant le contrôle financier à Jonathan et Eleanor Cole, citant une incompétence mentale due à un traumatisme prolongé et un déclin cognitif. Déposé sous disposition d'urgence. Habilitation approuvée il y a 6 ans. Je l'ai relu, puis encore une fois. J'ai fixé les noms de mes parents à côté du mot « tuteur »,
à côté d'une signature falsifiée qui imitait la mienne juste assez pour tromper quelqu'un un jour de fatigue dans un bureau qui traite 100 dossiers à l'heure. Je n'étais pas seulement effacé. J'étais exploité. Il n'avait pas simplement réécrit mon histoire, il l'avait monnayée. Je me suis assise, tenant toujours la lettre, mon cerveau faisant le calcul à l'envers. Il y a 6 ans. C'était l'année où j'étais revenu brièvement à Washington pour une évaluation psychiatrique après une longue mission dans le désert. J'étais hors réseau pendant 72 jours injoignable, non vérifié. Ils ont utilisé cette fenêtre, déposé les documents, prétendu que leur fille avait perdu ses facultés. Puis ils ont pris l'argent. J'ai senti la honte me glacer l'échine. Pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour le temps qu'ils s'en étaient tirés pendant que je jouais les fantômes pour les protéger. J'ai protégé des gens qui n'ont jamais hésité une seule fois à me trahir. Ce qui piquait le plus, ce n'était pas l'argent, je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à ce que cette lettre arrive. C'était la facilité. La façon dont ils avaient navigué dans le système sans être contrôlés, sans être questionnés. Ils ne pensaient pas que je referais surface un jour. Ne pensaient pas que j'y serais un jour autorisé. Le lendemain, je suis allé au bureau de liaison des anciens combattants sous un pseudonyme et j'ai demandé un audit complet de tous les instruments financiers liés à mon numéro de sécurité sociale. L'employé, jeune, distrait, a imprimé un registre qui ressemblait à un moniteur cardiaque, dépôt, retrait, code d'autorisation, répétition. Sur 4 ans, l'argent avait été utilisé pour financer 2 mensualités de prêts hypothécaires, 3 rénovations immobilières, un don à une université au nom de Travis, et quelque chose appelé la Fondation Héritage Cole, qui semblait être un programme de bourse. En mon honneur. Une bourse à mon nom, financée par de l'argent que je n'ai jamais vu, pour des causes que je n'ai jamais approuvées. J'ai quitté le bâtiment la tête légère, les mains engourdies, le dossier glissé sous ma veste comme une grenade attendant qu'on tire la goupille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé dans un motel de Norfolk, fixant le plafond texturé et pensant à toutes les missions auxquelles j'avais survécu, les raids, les échecs d'extraction, les nuits passées immergées dans l'eau froide de l'océan, respirant à travers un détendeur de la taille d'une paille, essayant de ne pas être détecté. Rien ne m'avait préparé à cela. Ce n'était pas la guerre. C'était la trahison dans sa forme la plus civilisée, polie, agrafée, sanctionnée. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels. Un à Ruby, parce qu'elle était la seule personne de confiance qui connaissait les 2 facettes de ma vie. Et un à un avocat non pas pour la vengeance, mais pour la restauration. Parce que s'ils pensaient que je resterais enterré derrière la bureaucratie et le silence, ils avaient oublié qui les avait élevés. Ils avaient oublié qui j'étais avant que le monde ne m'oublie. Et maintenant j'en avais fini de rester silencieuse. C'est arrivé en pièce jointe d'un courriel, envoyé depuis un serveur crypté que Ruby et moi utilisions lorsque nous étions en déploiement. Elle n'a pas inclus de message, juste l'objet, tu dois voir ça. Je l'ai téléchargé, vérifié le pare-feu et ouvert le fichier. Il faisait 68 pages. L'entête indiquait, mémorandum interne, examen de cas administratifs des anciens combattants. Le sous-titre, référence, Meredith A. Cole, autorisation de statut d'invalidité permanente et déclaration d'incompétence mentale. Les 10 premières pages étaient des formulaires de transmission officielle du département de la Défense, horodatage, numéro de dossier, le genre de labyrinthe bureaucratique que la plupart des gens ne remettent jamais en question. Mais la page 11, c'est là que mon estomac s'est noué. Agrafé numériquement à mon dossier se trouvait une évaluation médicale signée par un certain Dr Howard Ferry, un psychologue que je n'avais jamais rencontré. La lettre disait, le sujet présente des symptômes compatibles avec un dysfonctionnement cognitif à long terme, probablement lié à un stress de déploiement prolongé, des épisodes dissociatifs et un détachement post-traumatique. La patiente est jugée incapable de gérer ses affaires financières, juridiques ou personnelles de manière indépendante. En dessous se trouvait une date dont je me souvenais bien, le 17 février, le lendemain de mon retour de l'opération Glass Tide, une opération qui nous avait laissés tous les 4 avec une commotion cérébrale après un accident de transport. Nous avions tous été déclarés aptes après 72 heures. J'avais des ecchymoses et une blessure mineure à la tête, mais rien de disqualifiant. J'avais passé mon évaluation psychologique à Bahreïn et j'avais les enregistrements pour le prouver. Mais ce dossier ne mentionnait pas cela. Ce dossier racontait une autre histoire, une que je n'avais jamais vécue. À la page 16 se trouvait le formulaire demandant officiellement ma désignation comme « ancien combattant non autonome avec instabilité à haut risque ».
Il était accompagné d'une pièce jointe, une note manuscrite sur du papier à en-tête d'hôpital demandant la réaffectation d'urgence du contrôle fiduciaire aux plus proches parents. Les plus proches parents, Jonathan et Eleanor Cole, mes parents. Leur signature figurait sur toutes les pages importantes. C'était propre, froid, parfaitement orchestré. Ils étaient entrés dans une clinique, avaient présenté une histoire fabriquée sur leur fille l'ancienne cile brisée par la guerre, instable et avaient dit au système qu'on ne pouvait pas lui faire confiance avec son propre nom, son propre avenir, sa propre vérité. Et le système les a crus. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Ils étaient la famille en deuil d'une femme qui ne s'était pas bien adaptée à la vie civile. Ils ont apporté de la sympathie, des larmes, du patriotisme et une pile bien rédigée de mensonges. Alors que je continuais à faire défiler, quelque chose s'est fracturé en moi. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était du chagrin. Un chagrin que je n'avais pas su nommer jusqu'à ce moment. Le chagrin de réaliser que les personnes que vous aviez autrefois combattues pour protéger s'étaient battues pour vous effacer. C'est une chose d'être oublié. C'en est une autre d'être réécrit. Les dernières pages contenaient des résumés de transferts de fonds, de titres de propriété et de formulaires fiscaux qui liaient l'argent directement au compte de ma famille. Mais il ne s'agissait plus seulement de l'argent. C'était le récit. Ils avaient passé les 6 dernières années à façonner une version de moi qui n'existait pas, la sœur brisée, la fille perdue, le fardeau qu'ils n'avaient d'autre choix que de gérer. Et pendant tout ce temps, je les avais protégés du public, de la surveillance, des questions auxquelles j'aurais pu répondre mais que je n'ai pas répondu. Parce que je pensais que la loyauté signifiait le silence. Ruby a appelé alors que je fixais encore l'écran. J'ai décroché sans un mot. Elle a dit, « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Puis j'ai murmuré, « Ils n'ont pas seulement pris l'argent. Il y a eu une pause. Ils m'ont prise, moi. » Et pour la première fois en une décennie, j'ai senti quelque chose bouger, quelque chose de lourd et d'enfoui qui commençait enfin à remonter. Pas la vengeance, pas encore, mais le début d'un règlement de compte. Une semaine après que Ruby m'a envoyé le dossier, j'ai pris l'avion pour retourner dans ma ville natale. Pas pour une confrontation. Pas encore. J'avais besoin de le voir par moi-même. J'avais besoin de me tenir sur le sol où mon nom avait été échangé comme de la monnaie. J'ai atterri un mardi. De nouveau le début du printemps. Le même air qui m'avait suivi aux funérailles de papy flottait maintenant comme un mensonge familier, froid, poli, prétendant être pur. J'ai conduit une voiture de location sur Briley Hill Road, une rue où je n'avais pas mis les pieds depuis plus de 15 ans. Tout au bout de l'impasse, là où les bois plongeaient autrefois dans les marais, se dressait une maison que je ne reconnaissais pas, bardage blanc frais, volets noirs, aménagement paysager impeccable, piliers de pierre, triple garage. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'une brochure d'un sous-traitant de la défense, juste assez de panache militaire pour impressionner, pas assez pour inspirer l'humilité. La boîte aux lettres indiquait « Travis Cole ». Je me suis garé à un pâté de maison et j'ai marché. Chaque pas semblait enlever une couche de mon dos, souvenir d'enfance, trahison, exercice de discipline, jusqu'à ce que je me tienne de l'autre côté de la rue et que je regarde la maison qu'ils ont construite avec l'argent qui devait m'aider à me reconstruire. De l'extérieur, cela ressemblait à la réussite. À l'intérieur, j'imaginais une structure différente, une fête de morceaux volés de moi. Les briques? Ma prime de risque en déploiement. Les fenêtres? Financées par les prestations de survivants qu'ils prétendaient que je ne pouvais pas comprendre. Le toit? Sécurisé avec des signatures falsifiées et une confiance mal placée. Les registres de propriété le confirmaient, je les avais demandés discrètement par l'intermédiaire d'un agent de liaison administratif. Les fonds utilisés pour acheter le terrain provenaient directement du compte de versement listé sous mon numéro de matricule. Tout ma compensation de transition, ma prime de risque classifiée, mon soutien de santé à long terme drainé et redirigé sous la bannière de la gestion financière recommandée par le tuteur. Ils ont utilisé mon silence pour construire leur rêve. Et Travis? Il l'a accepté. Les documents montraient que l'acte de propriété lui avait été transféré il y a 18 mois, un don de gratitude générationnelle, disait la note de l'avocat. Gratitude pourquoi? Pour avoir endossé le rôle de l'enfant brillant pendant que je m'effaçais du portrait de famille? Pour avoir serré la main de donateur pendant que je saignais dans l'ombre sur des terres étrangères? Je me suis approché, juste assez pour que l'allée soit bien visible. Il y avait un mât dans le jardin. Le drapeau américain en haut.
En dessous, un plus petit, POW Remia. Disparu au combat. J'ai failli rire. Non pas d'amusement, mais parce qu'ils avaient raison. J'avais disparu, mais pas au combat. Dans le contexte. Ils avaient réécrit mon absence comme une faiblesse, mon silence comme un défaut. Ils ne m'ont pas tué. Ils m'ont juste réutilisé pour en faire quelque chose de noble, de triste et de discrètement rentable. Chaque lumière de cette maison brillait chaleureusement. Chaque volet était ouvert. Ils ne cachaient rien. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils avaient les papiers, les apparences, le contrôle. J'ai regardé Travis sortir sur le porche, vêtu d'une tenue de sport, tenant un shaker de protéines dans une main et son téléphone dans l'autre. Il faisait les 100 pas en parlant, a hoché la tête une fois, puis a levé les yeux et s'est figé. Je n'ai pas bronché, n'ai pas bougé, j'ai juste soutenu son regard de l'autre côté de la route. Il a dit quelque chose dans le téléphone et est rentré. La porte s'est fermée. Le silence est revenu. Je suis resté là une minute de plus, respirant à travers la douleur qui se resserrait sous mes côtes. Il ne s'agissait pas de la maison. Il s'agissait de ce que la maison représentait, la preuve qu'ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils avaient construit un monument à leur version de l'histoire. Une version dans laquelle je n'avais pas ma place. Une version qui ne fonctionnait que tant que je restais silencieuse. Cette nuit-là, je me suis enregistré dans un hôtel à Deauville de là et j'ai étalé chaque document, chaque page, chaque horodatage, le dossier, l'historique du compte, l'acte de propriété, la lettre d'autorisation falsifiée, le dépliant de la fondation avec le visage de Travis souriant sous une bannière qui disait « Honorer l'héritage de service de notre famille ». Notre héritage? Ils ont acheté le silence avec mon nom. Maintenant, j'allais récupérer les deux. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Travis. Je n'ai même pas appelé Ruby. J'ai appelé un nom que je gardais à l'esprit depuis mon deuxième déploiement. Quelqu'un dont je n'avais vu le travail que de loin mais dont la réputation se murmurait dans tous les couloirs où les opérations secrètes étaient enterrées, lieutenant-colonel Valérie Dean, ancienne du JAG, maintenant avocate civile, connue pour traiter le genre d'affaires qui ne voyait jamais un tribunal mais qui changeait des vies. Je l'ai contacté via un réseau crypté par signal réservé aux anciens membres du personnel classifié. Pas de réceptionniste, pas de trace papier, juste une réponse directe 10 minutes après que j'ai envoyé mon résumé. Son message était court, envoyez tout. Je vous recontacterai. J'ai transféré les documents, le rapport médical falsifié, la procuration frauduleuse, la piste des versements, le transfert de propriété, les reçus de la fondation. 12 heures plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro non répertorié. Mademoiselle Cole, dit sa voix, mesurée, tranchante et nette. Je crois que vous avez été enterrée vivante. J'ai expiré, ne réalisant pas pleinement que je retenais ma respiration depuis que j'avais cliqué sur envoyer. Je veux que cela se fasse discrètement, ai-je dit. Pas de gros titres, pas de fuite. Je ne fais pas dans le bruyant, a-t-elle répondu. Mais je fais dans le minutieux. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne. C'était sa règle. Nous correspondions par des fichiers cryptés, des messages vocaux différés, des portails à durée limitée. Chaque étape documentée, chaque formulaire déposé sous des codes de réactivation d'habilitation provisoire que seule une personne avec son expérience pouvait encore accéder. Elle a classé mon affaire comme « réaffectation financière involontaire due à une tutelle frauduleuse ». Pas accent grave l'œil, pas émotionnel, mais précis, conçu pour trancher dans la bureaucratie comme un scalpel dans du tissu cicatriciel. Mon identité est restée scellée. Nous avons utilisé mon numéro opérationnel, pas mon nom. Même dans la soumission de la plainte, j'étais répertorié comme « sujet alpha 47C ». Valérie a expliqué que c'était plus propre ainsi, moins de place pour l'interférence, surtout si les accusés avaient des liens avec des officiers ou du personnel juridique interne, ce qui, bien sûr, était le cas. Mon père avait autrefois siégé au Conseil de surveillance civile des affaires des anciens combattants dans notre État. L'officier supérieur de Travis avait fait un don à la fondation Héritage Cole, la même construite avec de l'argent pris sur mon compte. Si nous déposions ouvertement, toute l'affaire pourrait disparaître dans les méandres administratifs en quelques jours. Nous avons donc agi comme des ombres. Valérie a soumis des demandes d'audits internes de mon profil de versement financier, citant des protocoles d'accès de tuteurs incohérents. Elle a déclenché un examen du statut d'exonération fiscale de la fondation, citant un conflit d'intérêts dû à une fausse représentation du bénéficiaire.
Elle a même contacté le docteur Ferry, le psychologue dont le nom apparaissait sur l'évaluation falsifiée, et a demandé confirmation de ses dossiers de patients. Il a répondu, stupéfait. Il ne m'avait jamais rencontré, n'avait jamais déposé le rapport. Sa signature avait été copiée d'une enquête de bien-être qu'il avait remplie pour ma mère, Eleanor, 5 ans auparavant. Nous avions maintenant quelque chose de plus grand qu'une trahison. Nous avions une falsification. 3 semaines plus tard, Valérie a dit, vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Ils vont paniquer. Ils vont essayer de nettoyer ça avant que ça ne les touche. Vous ne demandez pas seulement à récupérer votre nom, a-t-elle dit. Vous démantelez un récit qu'ils ont construit autour de votre absence. Ils ne partiront pas sans faire de bruit. J'y ai réfléchi un long moment. Puis j'ai dit, moi non plus. Je ne voulais pas d'argent. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais que le dossier soit corrigé, les fonds restitués, les fausses déclarations révoquées. Je voulais que la vérité vive sur le papier de la même manière que leurs mensonges l'avaient fait, parce que le silence m'avait coûté plus que des dollars. Il m'avait coûté des anniversaires. La confiance. Le droit de me tenir dans ma propre histoire sans que quelqu'un d'autre ne tienne la plume. Depuis ma chambre de motel, je regardais les mises à jour du dossier de Valérie arriver comme sur des roulettes, l'une après l'autre. Examen interne lancé. Enquête pour fraude initiée. Dossier médical signalé. Acte de propriété placé sous gel provisoire. Nous ne brûlions pas les ponts. Nous retirions les fondations pierre par pierre, discrètement, délibérément, comme des professionnels. Comme des fantômes. La plupart des gens pensent que la vengeance est bruyante, explosive, finale, évidente. Mais j'ai été formé différemment. J'ai été formé à comprendre que les meilleures opérations ne laissent pas de fumée, elles laissent le silence. Non pas parce que vous n'avez pas atteint votre cible, mais parce que personne ne savait même que vous étiez là. C'est ainsi que nous avons géré Ghost Tide. Et c'est ainsi que j'ai géré cela. Quand Valérie a déposé la première demande d'audit interne de mes dossiers financiers, nous ne l'avons pas envoyée par les canaux publics. Nous l'avons acheminée via le portail de surveillance d'un officier de renseignement à la retraite, un portail encore actif sous la maintenance du département de la Défense. Il a contourné les 3 premières couches de bureaucratie et a atterri sur un bureau où les choses ne disparaissent pas. Étape 1, infiltration. Identifier la cible. Perturber les communications. Recueillir des renseignements. Dans ce cas, la cible était un réseau de paperasse et de perception. L'histoire que ma famille racontait, l'image qu'ils ont construite, l'argent qu'ils ont pris, tout reposait sur des suppositions que personne n'avait jamais remises en question. Personne n'en avait eu besoin, jusqu'à maintenant. Nous avons commencé petit, demande de journaux de transactions, de signalements d'audit, de confirmation en boucle fermée sur les décaissements de comptes. Il a fallu 3 jours pour que le premier signalement apparaisse, un horodatage d'autorisation manquant qui prouvait que le retrait avait été effectué manuellement, et non déclenché par le système. Étape 2, établir un schéma. Dans les opérations spéciales, nous suivions les mouvements de l'ennemi par leur routine. Quand il faisait bouillir de l'eau, quand il priait, quand ils se rencontraient sous des arbres qui ne projetaient pas d'ombre, chaque schéma laissait une faiblesse. Ma famille en avait un aussi. Il déposait tout en fonction du calendrier de Trévis. La fondation a été lancée le lendemain de sa promotion. L'acte de la maison a été signé la semaine de sa cérémonie de remise de médaille. Le communiqué de presse sur un « héritage familial » a été publié le jour même où le compte de la bourse a été rempli avec de l'argent tiré du mien. Ils utilisaient mon silence comme toile de fond pour son projecteur. Mais chaque projecteur laisse une brûlure si vous restez trop longtemps dedans. Étape 3, confinement. Une fois que vous identifiez une structure compromise, vous l'isolez. C'est ce que Valérie a fait avec la fondation. Elle a déposé une demande d'examen formel de leur statut 501-C-3, citant une fausse déclaration au donateur. Soudain, ils n'avaient plus seulement affaire à moi. Ils avaient affaire à l'IRS, à l'inspecteur général, à des gens qui n'apprécient pas les mots « fraude aux anciens combattants ». Étape 4, exposition. Ce n'est que lorsque la mission est parfaitement ficelée que vous leur faites savoir que vous avez été là. Mais pas avec des balles, avec des documents, avec des preuves, avec des signatures qu'ils pensaient rester cachées. Et voici la chose que personne ne vous dit sur une rétribution bien menée, ça ne ressemble pas à une victoire. Ça ressemble à de la discipline. La même que j'ai apprise sur des sols en acier froid,
en nettoyant des armes que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Chaque jour, je vérifiais les mises à jour de Valérie comme je vérifiais autrefois les cartes satellitaires et les transmissions. Chaque document déposé était comme poser une charge. Chaque incohérence vérifiée était un point de pression. Et chaque fois que je voyais les noms de mes parents à côté de formulaires falsifiés et de comptes utilisés à mauvais escient, je ne rageais pas. J'enregistrais. Non pas pour la mémoire, mais pour la précision. Parce que les règles de la guerre, de la vraie guerre, s'appliquent toujours, ne jamais tirer avant d'avoir une ligne de mire. Ne jamais acculer sans couverture. Et ne jamais sous-estimer la rapidité avec laquelle une fausse histoire s'effondre lorsqu'elle est frappée au bon endroit. Je ne voulais pas la destruction. Je voulais la clarté. Et plus je voyais la vérité s'aligner sur l'action, plus je réalisais qu'il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de réclamation, d'identité, d'intégrité, de la version de moi qu'ils ont essayé d'enterrer sous la paperasse et la pitié. Ils disaient que j'avais disparu. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui se passe quand quelqu'un revient avec tout ce qu'ils ont pris et un dossier qui ne peut être effacé. La salle de banquet sentait le bois poli et la restauration hors de prix. Chaque table était drapée de lin, chaque verre bordé de condensation, et chaque sourire un peu trop répété. Je me tenais près de la sortie, comme toujours, ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Je me fondais dans le décor, une ombre en talons, les mains jointes devant moi comme si j'attendais une alarme incendie. Trévis était déjà au centre de la scène. Mes parents l'encadraient comme des serre-livres, rayonnant sous les lumières douces, resplendissant de fierté comme s'ils l'avaient façonné de leurs propres mains. Il était promu colonel. Les discours s'enchaînaient. Les applaudissements venaient par vagues. Je n'étais pas censé être là. Personne ne m'avait invité, mais je suis venu quand même, pas en uniforme, pas en grande pompe, juste avec le poids de tout ce qu'ils pensaient que j'avais perdu, debout, silencieuse et inébranlable dans mon tailleur noir, mon badge dans la poche, la vérité dans mes poumons. Je prévoyais de partir avant le dessert, mais alors les portes se sont ouvertes, et le capitaine de corvette Elroy Jensen est entré. L'atmosphère a changé. Je ne l'avais pas vu depuis des années, pas depuis l'opération à Djibouti. Nous avions tous les deux failli mourir cette nuit-là, rampant dans des tunnels d'égout pour extraire un otage qui n'existait pas officiellement. Nous avions saigné côte à côte, combattu en silence, et disparu de nouveau dans la nuit sans nous dire au revoir. Il a balayé la pièce comme il le faisait toujours, efficace, alerte, lisant les gens comme un terrain. Et puis il m'a vu. Son corps s'est arrêté. Pas une pause, pas une hésitation. Arrêté. Un temps a passé. 2. Puis il s'est avancé. Ses bottes ont résonné sur le parquet, assez fort pour couper court aux conversations. Les chaises se sont tournées, les têtes se sont inclinées, et là, entre la table des gâteaux et le podium décoré de rouge, de blanc et de bleu, il s'est mis au garde à vous, le menton haut, les épaules carrées. Il a salué le sec, précis, indéniable et de sa voix qui a porté à travers le silence stupéfait, il a dit « Amiral Cole, mon amiral ». Comme si ça n'avait jamais été une question. Comme si la salle n'avait pas passé des années à prétendre que je n'existais pas. Le silence est tombé comme une porte qui se ferme. Je n'ai pas bougé, n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste hoché la tête. Un hochement de tête lent et délibéré, le genre que vous faites quand quelqu'un dit enfin la vérité à voix haute. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu la main de ma mère trembler autour de son verre de vin. La bouche de mon père s'est crispée, sa mâchoire tressautant comme s'il essayait de mâcher son propre choc. Trévis s'est figé au milieu d'un rire, la confusion zébrant son visage comme une fissure dans de la porcelaine. Personne n'a dit un mot. L'air dans la pièce avait changé. Ce n'était pas un scandale. C'était une correction. Un coup de poing de vérité si net que personne ne pouvait parler autour. Ils n'avaient pas seulement été pris dans un mensonge, ils avaient été exposés à quelque chose de plus fort que le récit, la reconnaissance. Et pas celle d'un étranger, mais d'un père, d'un camarade soldat, de quelqu'un qui avait servi, saigné et salué assez de grade pour savoir exactement devant qui ils se tenaient. Le nom qu'ils avaient enterré, le grade qu'ils avaient volé, la fille qu'ils avaient réécrite. Et maintenant, elle se tenait de nouveau devant eux, vivante, intacte, et publiquement honorée par un homme qu'ils respectaient. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, pas besoin de micro, pas besoin d'un seul mot de leur part. Parce qu'Elroy Jensen avait tout dit. Il m'avait nommé, gradé, reconnu, et ce faisant, avait brisé la version de la réalité qu'ils avaient passé des années à construire sur mon silence. Amiral Cole.
mon amiral. Il ne pourrait jamais reprendre cela. Le silence qui a suivi le salut de Jensen n'était pas seulement gênant. Il était chirurgical, comme une lame tombée au milieu d'une pièce bondée. Personne ne bougeait. Personne ne respirait trop fort. Le bruit des fourchettes heurtant les assiettes, des chaises qui bougent, des rires lointains a disparu. C'était le genre de silence que je n'avais entendu que dans les dernières secondes avant une intrusion. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi qui défonçais la porte. J'étais déjà à l'intérieur. Je suis resté immobile, les épaules carrées, le menton droit, les mains calmes le long du corps, et j'ai regardé tout se dérouler. Mon père a été le premier à tressaillir. Ses sourcils se sont froncés comme s'il essayait de réécrire le moment en temps réel, essayant de décider si ce qui venait de se passer s'était réellement passé. Ses doigts se sont crispés sur le dossier de sa chaise, les jointures blanches. Ma mère? Elle n'a même pas cligné des yeux. Son expression était figée, un étrange hybride de choc et de quelque chose de plus dangereux, l'incrédulité. Le genre d'incrédulité qui ne vient pas de la confusion, mais de l'exposition. Elle m'a regardé comme si elle se tenait devant un coffre-fort ouvert, tous ses secrets soudainement mis à nu. Elle n'a pas demandé comment. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'a pas dit un mot. Parce qu'au fond d'elle, elle savait. Elle avait toujours su. Il était plus facile de prétendre que j'avais échoué que de confronter la vérité de ce que j'étais devenu, plus facile de me traiter d'instable, de brisé, de peu fiable que de composer avec le fait qu'on m'avait confié des missions qui faisaient passer leur dîner pour des contes de fées. Et Travis, ses yeux ont croisé les miens, cherchant non pas avec accusation, non pas avec honte, mais avec quelque chose de bien plus fragile, la reconnaissance. Pour la première fois depuis des années, il me voyait non pas comme le fantôme que notre famille avait enterré, mais comme la femme que j'avais toujours été, celle qui avait disparu sans laisser de traces. La sœur qu'il suivait autrefois dans les bois quand il était garçon, qui lui avait appris à faire des nœuds, à escalader des clôtures, à tomber et à atterrir sans pleurer. Il a légèrement ouvert la bouche, comme pour parler, mais aucun son n'est sorti. J'ai soutenu son regard. Pas de jugement, pas de colère, juste de l'immobilité. Le genre d'immobilité que l'on n'apprend que dans le noir, dans des espaces confinés, en attendant l'autorisation de respirer à nouveau. Je me suis détourné d'eux calmement et j'ai regardé le reste de la salle. Des officiers, des commandants, des épouses et des maris, des connaissances, des voisins et des visages qui avaient souri à mes parents toute la soirée les regardaient maintenant avec des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Ils ne me regardaient pas avec suspicion. Ils me regardaient comme une révélation. Une histoire qu'ils n'avaient pas entendue. Un nom qu'ils avaient oublié. Un titre qu'on ne leur avait pas permis de connaître. Et maintenant ils savaient. Jensen a reculé, a baissé la main et a hoché la tête. Il n'est pas resté pour le gâteau. Il s'est retourné et est parti. L'écho de ses bottes était la ponctuation finale. Après cela, la salle a tenté de respirer à nouveau. Quelques personnes ont pris leur verre, ont bu sans parler. Une toux. Le grincement d'une chaise. Mais l'atmosphère avait changé de façon permanente. Il ne pouvait pas ne pas l'avoir vu. Il ne pouvait pas ne pas l'avoir entendu. Il ne pouvait pas ne plus me nommer. Ma mère s'est tournée vers Travis et a dit quelque chose à voix basse. Il n'a pas répondu. Il me regardait toujours, et je pouvais le voir, ce qu'il voulait dire. C'était peut-être « désolé », peut-être rien du tout. Je ne lui en ai pas donné l'occasion. J'ai hoché la tête une fois de plus à la foule, puis je me suis dirigé vers la sortie. Sans précipitation, sans drame, sans vengeance dans mes pas. Parce que ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction. Et je quittais cette pièce non pas parce que j'avais besoin de m'en échapper, mais parce que j'avais déjà gagné. Pas dans un tribunal, pas par un gros titre, mais dans le simple et irréversible moment où la vérité s'est redressée, a salué et a prononcé mon nom à voix haute. Les autres pouvaient décider comment vivre avec ça. Je savais déjà comment vivre sans eux. La salle d'audience du département de la Défense n'était pas conçue pour le drame. Elle était conçue pour le contrôle. Des boiseries polies, un silence renforcé. Un endroit où des gens en costume et en uniforme étoilé pouvaient prétendre qu'ils ne prenaient pas de décisions qui changeaient des vies. Un endroit où tout semblait ordonné, peu importe combien de vérités avaient été enterrées pour en arriver là. J'étais assise au bout d'une longue table en chêne. En face de moi, 4 officiels, 3 analystes et un observateur du JAG sans expression. Tous armés de bloc-notes,
de verre d'eau et de ce genre de détachement qui vient d'années à entendre des demi-vérités déguisées en protocole. Il pensait que j'étais là pour me plaindre. Il pensait que j'étais une autre ancienne militaire en quête de réparation ou de reconnaissance. Mais je n'étais pas là pour qu'on se souvienne de moi. J'étais là pour que le dossier soit correct. Valérie avait tout déposé sous ma classification d'habilitation restaurée. Cela signifiait que je pouvais parler ouvertement, sous serment, sans violer les lois sur le secret qui m'avait muselé pendant plus d'une décennie. Mon dossier avait été temporairement décelé. J'avais 30 minutes pour présenter mon cas. Je les ai toutes utilisées. D'abord, j'ai déposé les évaluations médicales falsifiées signées par un médecin qui ne m'avait jamais rencontré. Puis, les autorisations financières, complètes avec des signatures non concordantes et des journaux d'accès montrant des saisies manuelles liées à l'adresse IP de mon père. Puis les registres de propriété, la maison achetée avec des fonds volés. L'acte de fondation construit sur mon nom. Le dépliant de la bourse financée avec mes prestations. Chaque page que je posais sur la table était une brique dans le mur qu'ils avaient essayé de construire autour de moi. Et puis je leur ai montré la violation. Un dossier classifié, décrypté par Ruby Lagne, horodaté et authentifié, détaillant mon service dans l'opération Ghost Tide. Des journaux GPS intégrés, des enregistrements audio, des images de caméras casque. La mission avait été scellée sous une habilitation de haut niveau pendant 12 ans. Maintenant, elle se déroulait devant eux. Des images de 6 opérateurs se déplaçant dans la coque d'un cargo au large des côtes somaliennes. Ma voix donnant des ordres silencieux, l'extraction d'otages civils, la détonation d'un couloir piégé où j'ai protégé un coéquipier avec mon propre corps. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai regardé le panel. Ils n'ont pas cligné des yeux, mais ils n'étaient plus détachés. Leur stylo s'était arrêté. J'ai tapoté une fois sur le document final, celui avec mon résumé de renvoi original expurgé. Au-dessus, j'ai placé la version corrigée, réintégrée par le Bureau des Archives navales juste 2 semaines auparavant. Mon amiral, a finalement dit l'un des observateurs, demandez-vous une réintégration ou une réparation? Ni l'un ni l'autre, ai-je répondu. Alors que voulez-vous? Je me suis penché en avant, ma voix stable. Je veux que le dossier soit corrigé. Je veux que la falsification soit reconnue. Je veux que la fondation Héritage Cole soit auditée. Et je veux qu'il soit documenté, dans le dossier, sur papier, que je n'ai pas disparu. J'ai été fait disparaître. Il y a une différence. Il a hoché la tête lentement. Et si nous agissons sur ce point, cela deviendra public. Je ne demande pas un gros titre, ai-je dit. Je demande la vérité. Personne n'a parlé après cela. Ils n'en avaient pas besoin, parce que ce que je leur ai donné n'était pas une affaire. C'était un règlement de compte, livré avec la précision de quelqu'un qui avait été entraîné à frapper sans fanfare. Ils ont levé la séance 20 minutes plus tard, me remerciant pour mon service. Mais je n'avais pas besoin de leurs remerciements. Ce dont j'avais besoin était déjà en marche. La lettre est arrivée 2 semaines plus tard. Pas du département de la Défense, pas du bureau des archives navales, et même pas de Valérie. Elle venait du département du Trésor. Tamponné, liquidation finale. Une demande officielle de restitution. Remboursement intégral de tous les fonds décaissés sous autorisation frauduleuse. Somme totale du 428 600 $, payable dans les 90 jours, accompagné d'un avis formel d'enquête fiscale sur la fondation Héritage Cole pour suspicion de fausses déclarations et d'utilisation abusive du statut d'organisation à but non lucratif. Je n'ai eu à appeler personne parce que la lettre les a appelés en premier. Le même jour, Travis a été mis en congé administratif en attendant l'examen de ses liens financiers avec la fondation. Sa promotion, celle qu'ils avaient célébrée avec du champagne et des cupcakes rouges, blancs et bleus, a été gelée. Les médailles ne sont pas tombées de sa poitrine, mais elles auraient tout aussi bien pu se transformer en pierre. Il m'a envoyé un texto cette nuit-là. Juste un seul mot, pourquoi? Je n'ai pas répondu. Parce que s'il devait demander maintenant, il ne m'avait jamais vraiment vu. Mes parents n'ont jamais appelé. Mais une semaine plus tard, je les ai revus, de manière inattendue. J'étais au bureau de la base pour un examen final de mon dossier, récupérant des documents que Valérie avait arrangés pour qu'ils soient remis en personne. Quand je suis entré dans la salle d'attente, ils étaient déjà là. Assis côte à côte, mon père avait l'air plus vieux, pas dans les cheveux ou les mains, mais dans les épaules, comme si quelque chose s'était effondré à l'intérieur et ne s'était jamais relevé. Il a levé les yeux quand je suis entré,
la bouche s'entr'ouvrant légèrement comme pour parler, mais rien n'est sorti. Ma mère? Elle ne m'a pas regardé. Elle a baissé les yeux sur son sac à main, les mains soigneusement croisées dessus comme si elle protégeait quelque chose de fragile. Nous avons attendu en silence pendant 10 minutes. 3 d'entre nous dans la même pièce, entourés d'un silence si épais que l'on pouvait sentir le poids de chaque page qu'ils avaient signée dans mon dos. Ils ne se sont pas excusés. Ils ne le pouvaient pas, parce que s'excuser serait admettre qu'ils m'avaient considérée comme humaine depuis le début. Au lieu de cela, mon père a finalement marmonné quelque chose à l'employé et s'est levé. Ma mère a suivi. Pas de contact visuel, pas de mots, pas même un regard par-dessus l'épaule. Ils sont passés devant moi comme si j'étais une étrangère dans une gare. Mais je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Parce que leur silence n'était pas du pouvoir. C'était une conséquence. J'ai quitté le bâtiment ce jour-là non pas avec un sentiment de clôture, mais avec de la clarté. Ils m'avaient effacé de leur vie. Et maintenant, ils devraient vivre dans la version où je m'y étais réinscrite. Pas pour leur approbation, pas pour leur validation, mais pour l'histoire. Parce que la vérité n'a pas besoin de pardon pour exister. Elle a juste besoin d'être indéniable. Et maintenant, elle l'était. Personne ne m'a appelé. Pas après la clôture de l'enquête. Pas après la dissolution de la fondation. Pas après que Travis a démissionné, pour poursuivre d'autres opportunités, et que mes parents ont discrètement vendu la maison construite sur mon nom. Il n'y a pas eu de messages vocaux, pas de lettres, pas de tentative de réparation. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas, car certains silences ne viennent pas de la distance. Ils viennent du fait de savoir qu'il n'y a plus rien à dire. J'ai déménagé vers l'Est, loin des bases, des bureaucraties, des pièces où les gens murmuraient encore mon nom comme s'il avait un point d'interrogation à la fin. J'ai trouvé un petit chalet près de l'eau, niché le long d'un tronçon tranquille de la baie de Chesapeake, le genre d'endroit où le monde ralentit, où l'air a le goût du sel et des secondes chances. Ruby était la seule à savoir où j'étais allé. Elle venait me rendre visite une fois par mois, amenant toujours sa fille, Leia, qui venait d'avoir 10 ans. Leia posait 1000 questions à chaque fois, la plupart sur les requins et sur combien de temps on peut rester sous l'eau sans se transformer en raisin sec. Je lui ai appris à plonger. Pas formellement, juste les bases, comment respirer avec un détendeur, comment rester calme quand le monde devient silencieux autour de vous, comment respecter l'océan comme quelque chose d'ancien, pas quelque chose qui vous doit du réconfort. Elle m'a dit une fois, entre 2 respirations, tu ne parles pas comme les grandes personnes. J'ai souri. Je parle comme quelqu'un qui a passé trop de temps à écouter. J'aimais le calme ici. Ce n'était pas le genre de silence forcé que j'avais connu pendant des années, celui utilisé pour effacer, pour contenir, pour contrôler. C'était un silence pur, le genre qui crée de l'espace au lieu de l'engloutir. Je n'ai pas accroché mes médailles. Je n'ai pas encadré l'annulation de mon renvoi. Je n'ai même pas gardé de photos de Travis ou de mes parents. Mais j'ai gardé une chose au-dessus de la cheminée, la boussole que papy m'avait donnée le dernier Noël que nous avons partagé, toujours polie, pointant toujours vers la maison. Pas la maison dans laquelle il vivait, pas l'endroit d'où j'ai été effacé, mais la maison que je m'étais enfin construite. Et dans cette maison, j'étais suffisante. Plus un fantôme. Plus quelqu'un qui attendait la permission d'exister. Juste une femme avec les poumons pleins d'air salin, un esprit enfin libre, et un avenir qui, enfin, n'appartenait qu'à elle. Personne ne m'a appelé, et je n'en avais pas besoin. Le mois dernier, on m'a demandé de prendre la parole lors d'un séminaire sur le leadership organisé par un centre local pour anciens combattants. Rien d'officiel, pas de médaille, juste une salle remplie de chaises pliantes et de jeunes officiers avec des cahiers ouverts et des yeux curieux. La plupart d'entre eux ne savaient pas qui j'étais, pas vraiment. Ils avaient entendu des bribes, anciennes cils, histoires classifiées, quelque chose à propos d'une correction publique. Mais rien de tout cela n'avait d'importance quand l'un d'eux, à peine 23 ans, les doigts nerveux crispés sur une tasse de café, s'est levé et a demandé, « Mon amiral, avez-vous des regrets ?» J'ai fait une pause, non pas pour chercher un fait, mais parce que je voulais répondre honnêtement, sans amertume, sans réécrire ce qui ne pouvait être défait. Et j'ai dit, non. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu la chance de connaître la fille qui s'est tenue entre le danger et leur nom, qui a saigné pour un pays qu'ils encourageaient depuis leur table de dîner, qui a servi avec une discipline silencieuse non pas parce qu'elle avait quelque chose à prouver, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne regrette pas d'être restée silencieuse.
Je regrette qu'ils aient confondu le silence avec l'absence, qu'ils aient choisi d'oublier celle qui les protégeait dans l'ombre simplement parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler sa lumière. La salle était silencieuse, non pas par malaise, mais par compréhension, car ils savaient que certaines vérités n'ont pas besoin de volume. Elles ont juste besoin d'espace. Et peut-être que c'est là la vraie fin. Pas la restauration, pas la correction du dossier, pas même la maison que j'ai construite au bord de la mer, mais le moment où la prochaine génération entend la vérité et la transmet. Non filtrée, sans excuse, entière. Alors, avant de nous dire au revoir, nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une nuit tardive où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chacun d'eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Non seulement pour entendre d'autres histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, nous espérons que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend silencieusement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous, et nous nous reverrons dans la prochaine histoire.